Vous aimez la France? Vous aimez la parcourir, la découvrir, partir à sa rencontre. Vous avez même parfois l'impression de bien la connaître. Nous avons tous une petite plage, une petite crique, une clairière, un hameau ou un chemin qui n'appartient qu'à nous, loin des sentiers battus, et que nous ne voulons partager qu'avec ceux que nous aimons. C'est cette France-là que nous voulons vous faire découvrir à travers 100 lieux qu'il faut absolument voir dans votre vie. Des vallées dauphinoises au pâturage tutoyant les sommets des Alpes, des gorges du Royan au détour d'un sentier d'altitude du Vercors. L'Isère dévoile une infinité de trésors. Des vergers verdoyants, des forêts de conifères et des paysages colorés qui se déploient le long de parcs naturels protégés. C'est vraiment impressionnant. L'Isère est une étape pour Napoléon rentrant de l'île d'Elbe. Une source d'inspiration pour un grand poète comme Lamartine. Je sens que c'est précieux. Quel cadeau. Mais également une terre propice pour les artistes et les artisans. Je crois que Mamie Manceau a de la concurrence. C'est très bon, vraiment très très bon. Alors, avec les amoureux de ces paysages tout en contraste, Vraiment savoureux. venez découvrir ce riche patrimoine. Ah super, vraiment une super expérience. Merci Stéphane. Châteaux, édifices religieux, sites exceptionnels, rien ne manque pour un voyage d'exception. On voit tout d'ici, c'est splendide. Notre périple en Isère débute au sud du département, sur ces terres d'altitude, avec ses hameaux typiques et ses villages accrochés à flanc de montagne. Pour profiter de la splendeur de ces paysages, Patricia, amoureuse de son terroir, arpente les différentes vallées du sud Dauphiné. Sportive accomplie, c'est à vélo qu'elle met en application sa devise « Aller toujours plus haut, toujours plus loin ». La preuve avec ce premier rendez-vous dans la vallée du Beaumont, à proximité du lac du Sauget. C'est ici, à Corps, qu'elle retrouve Fabiola et sœur Sophie. Bonjour Fabiola. Bonjour, je te présente sœur Sophie. Bonjour sœur Sophie. Ce charmant village d'Isère est traversé par une route qui porte le nom d'un célèbre empereur. Bien évidemment, je ne pouvais pas te montrer Corps sans te montrer la maison Napoléon, où il s'est arrêté en remontant de l'île d'Elbe, et on va retrouver toutes ces traces dans le village automatiquement. Outre le passage de l'empereur, si Corps est aujourd'hui mondialement célèbre, c'est grâce à une toute autre apparition, divine celle-ci. C'est ici, dans la montagne, à 14 km au-dessus du village, qu'aurait eu lieu ce miracle. Le 19 septembre 1846, Mélanie et Maximin, deux enfants de la région, auraient vu dans une lumière splendide apparaître une belle dame. Et l'apparition, on sait ce qui s'est passé? Oui, exactement, puisqu'il y a eu une grande enquête qui a duré 5 ans. C'est Monseigneur Philibert de Briard, l'évêque de Grenoble, qui l'a validée en disant qu'on pouvait y croire. Et donc cette apparition, elle s'est faite en 3 phases. La première, Marie qui pleure. La deuxième, Marie qui parle aux enfants. Et la troisième, elle va faire quelques pas, monter sur le collet et disparaître là-haut. Maximin, il a dit qu'elle avait fondu comme du beurre dans la poêle. Durant l'année qui a suivi l'apparition,
50 000 personnes sont venues se recueillir sur la montagne. Aujourd'hui, Notre-Dame de la Salette est le second lieu de pèlerinage en France, juste après Lourdes. Tu te rends compte qu'ils ont pris les rochers dans la montagne, là-haut. Ouais. Il y avait 150 tailleurs de pierre et ils ont mis 13 ans pour la construire. C'était des grands Quel sportifs. travail. Cette vue, Ouais, les vallons embrumés. Ouvrant sur une façade néo-romane avec ses 2 grandes tours porches, la basilique de la Salette est une très grande église composée de 5 nefs, présentant des volumes particulièrement élancés. Allez, on y va. on y va. Entrons. Maximin a souhaité que son cœur soit ici et il a été mis dans le cœur de la basilique. Mais il n'y a que son cœur ici. Et oui, puisque son corps est resté à corps, bien évidemment. Ouais, c'est incroyable. Et ça devait être une habitude parce que l'évêque qui a reconnu l'apparition, lui, s'est installé à demander que son cœur soit de l'autre côté. Voilà, ils se font face. Et ce n'est pas la seule originalité de cette basilique. C'est la pierre sur laquelle était assise la Vierge au moment où elle est apparue. Donc c'est vraiment un tout petit fragment là. Oui, en fait, les gens, pour garder des souvenirs de l'apparition, cassaient des petits morceaux et partaient avec. Donc il ne reste que cette partie-là. Si cette apparition légendaire fait appel à la croyance des pèlerins, il est en Isère des merveilles de beauté naturelle qui ne laissent pas place au doute. Et pour nous le prouver, Patricia va rejoindre Didier. Bonjour Didier. Ah mais il est là le fameux compteur. Bonjour Patricia. Oui, c'est le compteur des passerelles. Alors on en est à combien cette année? Eh ben écoute, la saison n'est pas terminée, on est déjà à plus de 130 000 visiteurs. Rien d'étonnant à cette affluence. Dans les gorges du Drac, aux portes du Trièves, les alentours du lac de Monténard sont un véritable paradis terrestre pour tous ceux qui aiment l'inattendu et le surprenant. Donc voilà la fameuse passerelle himalayenne sur l'Hébron. Alors pourquoi on l'appelle passerelle himalayenne? Himalayenne tout simplement parce qu'elle est suspendue dans le vide. Il n'y a pas de pilier pour la tenir. Presque 200 mètres de long, qui permettent aux plus courageux de déambuler à 80 mètres au-dessus de la surface de l'eau. Sensation garantie. C'est vraiment impressionnant. Puis alors ces eaux turquoises, c'est vraiment magique. Cette intensité, c'est splendide. Regarde. C'est vraiment incroyable, incroyable. Avec la roche, la forêt, c'est vraiment très beau. C'est une construction vertigineuse qui offre un point de vue unique en Europe. Elle dessine un véritable trait d'union entre les forêts du Trièves et le paysage lunaire des mines d'anthracite de la Matésine. Mais pour ceux qui auraient le vertige, sachez qu'il y a bien d'autres moyens de profiter du lac de Monténard. On peut se laisser porter par les vents ou compter sur la force de ses bras, comme Patricia et Didier. Bon, ça va, on se débrouille pas mal. Heureusement que t'es là. Et il est préférable d'avoir de la ressource pour arpenter les 20 km de long de ce lac totalement artificiel. Elle paraît vraiment très très friable cette roche. Comme tu peux le voir, toute la vallée du Drac est très très pentue. Et en effet, c'est une roche très friable qui s'appelle le schiste. Et tous les jours, des morceaux tombent régulièrement. Ce qui me surprend vraiment aussi, c'est la couleur de l'eau, cette intensité. Il est vrai que ce bleu turquoise confère au lac de Monténard une exceptionnelle beauté. Un joyau façonné par la main de l'homme à 500 mètres d'altitude. Et c'est beaucoup plus haut, à flanc de montagne, que Patricia a décidé de nous emmener. En Haute-Romanche, elle va retrouver Benjamin dans un petit hameau au-dessus du village de Besse-en-Oisans. Tu m'avais pas dit qu'on avait rendez-vous si haut après le village de Besse? On est à 1700 mètres d'altitude ici. C'est vrai que c'est un lieu qui servait de maison d'alpage l'été pour pouvoir aller pâturer les bêtes. Donc c'est ça les hameaux d'estive. C'est ça les hameaux d'estive, voilà. Et dans ce hameau, il y a une chapelle que je tenais absolument à te montrer, qui est habituellement fermée. Si tu le veux bien, on va jeter un coup d'œil à l'intérieur. Sacré ensemble. privilège alors de rentrer. Un privilège et un petit miracle aussi. Waouh, c'est joli. Totalement détruite par une avalanche en 1966, cette chapelle aurait pu rester à l'état de ruine. Mais c'est sans compter sur la détermination des Bessas,
qui ont, pierre par pierre, reconstruit cet édifice. D'ailleurs, regarde, à cet endroit-là, on voit bien la différence entre la pierre plus ancienne, plus humide, et la pierre plus récente qui a été reconstruite. Alors, est-ce que c'est grâce à la force du saint qui est dédié à cette chapelle, Saint-Roch, on voit la statue juste ici. Toujours est-il que les habitants de Besse se sont quand même concentrés tous ensemble. Ils n'ont pas fait appel à des artisans, ils ont tout fait eux-mêmes. Ils se sont mobilisés, donc tous ensemble, c'est vraiment l'esprit de la montagne. C'est comme ça. En Noisan, on compte les uns sur les autres. Ce qui n'empêche pas de demander parfois une sainte protection. Un peu plus bas, dès les premiers pas dans les ruelles en pente de Besse-en-Noisan, on comprend tout de suite pourquoi on est dans l'un des villages les plus remarquables du parc naturel des Écrins. Sur les maisons, des initiales remplacent les numéros. Au sol, des pierres calées dans la terre permettent d'avoir une démarche bien assurée. Attention de ne pas glisser. Alors, Patricia, je veux te montrer quelque chose d'original intégré à cette maison. C'est la grande fontaine. Ah oui, elle de est là. Besse. Ah, c'est très surprenant comme ça, une fontaine intégrée dans une maison. Cette fontaine serait à l'origine du village de Besse. Autour d'elle, les premières habitations furent construites. Et puis, dès le XVe siècle, les Bessas brûlent peu à peu les forêts environnantes pour créer des terres cultivables et produire plus de foin pour les bêtes. Alors, si tu prends un peu de recul, tu verras les caractéristiques de l'architecture bessate, à savoir le lieu de vie en façade au premier niveau, et au second niveau, l'endroit où on stockait le foin, la grange. Et l'entrée de la maison, alors elle est où? Alors l'entrée de la maison, c'est par ici, je vais te montrer. Depuis plus de 100 ans, la physionomie de Besse et son habitat typique n'ont pas changé. Des maisons trapues en pierre sèche, recroquevillées les unes sur les autres pour lutter contre la rigueur de l'hiver. Voilà, voici la porte d'entrée de cette maison. Ouais, elle est pas très grande, dis donc. Non, elle n'est pas haute, c'est une entrée commune à la fois pour les hommes et les animaux, donc d'un côté le lieu de vie et de l'autre l'écurie. Je pense que comme chez nous, c'était pour la chaleur que les animaux et les gens... Exactement. Et au-dessus de cette porte d'entrée, tu as le balcon qui est propre à toutes les maisons de Besse. Ça permettait de faire sécher les récoltes. Ici, localement, on appelle ça un pelle. D'accord. Mais je n'ai pas fini les surprises. Viens, suis-moi. Qu'est-ce que tu me réserves? Allons-y. Il n'y a pas si longtemps, les habitants vivaient de la culture et de l'élevage, quasiment en autarcie, faisant à la belle saison le commerce de lainage et de toile de chanvre. Alors, Patricia, ma surprise se situe par ici. C'est l'oratoire, ta surprise? Non, ma surprise, elle est juste ici. Tiens, Ouais. prends ça. C'est lourd? Non, c'est pas lourd, tu peux le prendre. Ouais. Qu'est-ce donc? Alors, à ton avis? De l'écorce. Alors, ça ressemble à de l'écorce, effectivement, mais non. Je vais te donner un indice. Si je te dis mouton, Alors là, je vois pas du tout. je vais te dire excrément de mouton. Ouais. Donc, c'est du fumier de mouton. Mhm. Ici, on appelle ça une blette. Alors, pas la blette qui se mange. Les habitants s'en servaient pour chauffer la maison. C'était un combustible. Oh, c'est incroyable. Une pratique aujourd'hui disparue, mais qui montre bien que les Bessas savaient utiliser les ressources mises à leur disposition. Eh ben super, maintenant il faut que je change de massif. Bon retour par chez toi. À bientôt. Besse-en-Noisan ne fait pas exception, et Patricia le sait. En Isère, à chaque vallée correspond une histoire unique. Et c'est pour se souvenir avec nous d'une sombre réalité que Patricia retourne sur ses terres natales. Au pied du Grand Vémont, elle rejoint Marie-Thérèse, une historienne qui, comme elle, est née à Gresse en Vercors. Bon, Marie-Thérèse, je suis vraiment très contente de monter sur ce chemin avec toi. C'est un chemin qui est chargé d'histoire. Oui, eh bien, quand on est ici, tu vois, on ne peut pas ne pas se rappeler des événements tragiques qui se sont produits le 21 juillet 1944. Une effroyable journée, en effet. Au petit matin, des centaines de parachutistes allemands atterrissent un peu partout dans les montagnes. Les forces hostiles se déploient rapidement, prenant les maquisards à revers. Là, le long de la chaîne, aux différents pas, Le pas de Berriève, le pas de la ville. Le pas de la ville, près du Vémont, là, il y a eu des combats très, très rudes. Les pas, ce sont ces petits cols qui permettent facilement de passer d'une vallée à l'autre. À eux seuls, ils expliquent en partie l'importance des réseaux de résistance en montagne, et dans le Vercors en particulier. Des positions stratégiques bien connues des résistants qui leur ont souvent permis d'échapper à la surveillance allemande.
Donc Marie-Thérèse, c'était vraiment une journée importante sur l'ensemble du massif du Vercors. Oui, ça a été aussi à Grèce même, parce que le 21 juillet, les Allemands sont arrivés en masse et il y avait des canons qui bombardaient les pas. Et un des canons était positionné près de la fruitière qui bombardait le pas de Berriève. Oui, j'en ai entendu parler par mes grands-parents qui, eux, s'occupaient de la fruitière à ce moment-là. Voilà. C'est ainsi que la petite commune qui a vu naître Patricia et Marie-Thérèse devient le théâtre d'un véritable massacre. Alors, 2 jours après, des Allemands sont venus au domicile de mes parents. Ils ont arrêté mon père et ma mère. Ils ont relâché ma mère et mon père a été emmené, fait prisonnier à Grenoble et finalement fusillé à Charnec le 30 juillet. La folie meurtrière est sans limite et s'abat sur tout le village. Ici, tu vois des photos d'hommes et de femmes qui ont été aussi arrêtés. Et ceux-là ont été déportés et sont morts dans les camps de concentration. Donc ces montagnes qu'on aime tant et qui sont si belles sont aussi chargées de souvenirs et de mémoires pour nous tous, de moments tragiques. Oui, tout à fait. Pour Patricia, ce devoir de mémoire est incontournable. Mais elle sait aussi que le Vercors fourmille d'histoires savoureuses et souriantes. Des sentiers de la Résistance aux alpages du Vercors, il n'y a qu'un pas que Patricia va faire à bicyclette. Elle va retrouver Stéphane et ses amis quadrupèdes. T'as encore du boulot sur les clôtures ? Tout le temps. Effectivement, Stéphane, ce berger version 21e siècle, passe son temps à faire et à défaire les clôtures. C'est ainsi qu'il gère le déplacement des bêtes afin d'optimiser la pousse de l'herbe dans l'alpage, tout en tenant compte d'un phénomène inexpliqué mais bien réel. Les vaches mangent toujours l'herbe en remontant la pente de la montagne. Allez, viens, Bon, tu vas voir un peu. où sont-elles ? T'as pas peur des vaches? Non, je crois pas. Bon, quand même, on va voir ça. Patricia aura tout le temps de se rassurer, car le chemin risque d'être long. Les vaches, confiées à Stéphane par plusieurs propriétaires, se partagent pas moins de 600 hectares d'alpage. Heureusement, Stéphane sait toujours où les retrouver. Bon, Stéphane, tu t'occupes de combien de vaches sur l'alpage ? Bah, il y a 400 génisses, 7 races en tout. Voilà. D'accord. Et elles sont là de quand à quand ? De mai à septembre. D'accord. Et donc, toi, fin septembre, tu redescends de l'alpage ? Non, après, je reste un mois de plus pour tout plier après. Un temps nécessaire pour permettre à Stéphane de remettre en état ses terres prêtées par la commune et supprimer toute trace de son passage et de celui des bêtes. Et là, maintenant, tu vois, on va aller donner aux vaches du pain. Oula, donc tu me donnes du pain aussi. Ouais, bah On va tiens, y aller. prends-en. Waouh. Ouais. Allez, viens. Tu vas voir. Si les génisses montent à l'alpage à la belle saison, ce n'est pas seulement pour regarder passer les parapentistes. Non, évidemment, Stéphane accueille ses bêtes à viande pour une toute autre raison. Rien de tel en effet qu'un bon séjour en montagne pour le renforcement musculaire de ces demoiselles. Mais le rôle du berger ne s'arrête pas là. Le principe, c'est de les domestiquer. Ah oui, les génisses, t'arrives à les domestiquer. Ouais. Et du coup, comme ça, avec le pain, je les approche de très près. Et surtout, je donne. Et surtout, je donne à tout le monde. C'est-à-dire que si je donnais du granulé, par exemple, il n'y aurait que les dominantes devant qui en auraient. Et les petites qui sont au fond, elles n'en auraient pas. Viens, fille, viens vite. Allez, fille, allez. T'es sûr de ce que tu fais là ? Oui, t'inquiète. Reste près de moi. Oui, bah, je vais pas m'éloigner. Après quelques semaines de ce dressage tout en douceur, Stéphane parvient à faire obéir les génisses confiées par les agriculteurs. Regarde. Viens vite, fille, allez. Waouh. Viens vite pour moi. Ah, là, je suis impressionnée là. Viens vite. Je suis impressionnée. Tu vois, avec le pain, on peut balancer loin derrière. Regarde, tu vois. Ah oui, d'accord. C'est ça ta technique, c'est ton ma technique. secret alors. Celles qui viennent pas du premier coup, tu vois, je les ai comme ça là-bas, regarde, tu vois. Je peux s'approcher, viens, regarde. Hop, c'est gentil. Ouais, je vais pas rester toute seule. Et oui. Regarde, hop. Oh, c'est magique. C'est magique. Sa technique est parfaite. Les bêtes obéissent sans contrainte et sans bâton. Stéphane l'assure, quand elles retournent chez leur propriétaire, elles sont beaucoup plus dociles et les travailler devient alors un jeu d'enfant. Mais pour le berger, c'est aussi le moment de vérifier l'état de santé des génisses.
quand elles sont calmes comme ça, c'est super, quoi. Tu vois, tu peux vérifier ce qui se passe et tout. C'est impeccable, quoi. Oh, quel silence, mais elles sont Voilà. incroyables. Ouais. Voilà. Stéphane est persuadé que l'on aime la montagne parce que les hommes l'ont aménagée ainsi. Il est vrai que dans le sud Isère, culture et pastoralisme ont largement contribué à façonner ces paysages, à couper le souffle. Traversée par le Rhône, Vienne s'étend aujourd'hui paisiblement de part et d'autre du fleuve. Mais il n'en a pas toujours été ainsi. Au début de notre ère, Romains et Gaulois se disputaient la suprématie de cette cité qui avait tout pour rivaliser avec sa voisine, Lugdunum, comprenez, la ville de Lyon. Et c'est justement un Lyonnais d'origine qui va nous faire découvrir le pays viennois. Dans sa librairie, Alain adore conseiller un auteur ou partager ses coups de cœur littéraires. Mais cet amoureux de Vienne ne rate jamais une occasion de s'échapper de sa boutique. Et aujourd'hui, ce sera avec Jean-Yves, qui connaît la cité antique depuis sa plus tendre enfance. Alors, on y va? Allez, prêt pour la visite. C'est parti, allez. Incroyable ce lieu. Tous les jours, je vois ce temple en face de la librairie et c'est vraiment impossible de s'en lasser. Et tu sais, quand j'étais môme avec mon frère, on a joué là. Juste ici. Juste ici. Ah, formidable. On va voir en haut? Allez. Au 1er siècle, le temple d'Auguste et de Livie était dédié au culte de Rome. Aménagé sur une plateforme, il dominait le Rhône et se trouvait en plein centre du Forum, le cœur de la vie administrative et civique de l'époque gallo-romaine. Puis c'est incroyable, un temple dans un tel état de conservation. 2000 ans d'histoire. 2000 ans, mais surtout, il a été préservé parce que pendant plus de 10 siècles, c'était une église. Ça a évité sa déconstruction pierre après pierre, comme dans certains monuments, quoi. Mais heureusement, parce que ce temple est quand même véritable symbole de la ville. C'est le symbole de la ville aujourd'hui, bien sûr. C'est quand même étonnant de trouver de telles traces de civilisation romaine, autant au nord de l'Europe. Ah ben, on était d'abord au nord du sud, déjà. Mais simplement parce que Vienne était une ville importante. C'est une ville qui avait 30 000 habitants. Autant que maintenant. Ah oui, bien sûr. Parce qu'il y a eu un développement économique fabuleux. C'était une ville très riche. D'où ce temple avec le forum, d'où d'autres monuments. À Vienne, les vestiges de monuments romains ne manquent pas. Parmi eux, le fameux théâtre antique est un lieu de spectacle qui attire tous les ans de très nombreux festivaliers. Mais de tout temps, Vienne est restée influente. Thomas Jefferson, qui a été le 3e président des États-Unis, fait un petit tour de France pour aller voir les vignobles. Il s'arrête à Vienne et découvre ce temple. Et de retour chez lui, il décide et il demande à ce que chaque État construise un Capitole sous la forme du temple de Vienne. Ah, le savoir-faire viennois s'est exporté. Et voilà, exactement. Une centaine de mètres plus loin, on quitte l'époque romaine pour faire un bond d'1 millier d'années. Quelques marches encore, et les contours gothiques de la cathédrale Saint-Maurice de Vienne s'imposent. Je suis toujours aussi impressionné par les dimensions de cette cathédrale. C'est 90 mètres, c'est la plus grande de la vallée du Rhône. Donc en fait, il y a eu plusieurs périodes de construction. Elle a été agrandie jusqu'au XVIe siècle et on passe donc de gothique en roman. Et la partie la plus ancienne, donc on est sur le XIIe siècle, début XIIe siècle. Alors tu vois ce siège en marbre, en vrai marbre. Eh bien je vais t'inviter à aller t'y asseoir. Petite pause? Oui, une petite pause un peu particulière. Voilà, c'est un peu haut. Tu es sur un siège un peu spécial, un peu particulier. C'est un siège qui est très ancien, qui date à peu près du XIIe siècle. On appelle ça la cathèdre. Et c'est là où s'asseyaient, en général, les évêques. C'était le siège épiscopal. Et on a même un pape qui a été couronné ici il y a 900 ans, qui s'appelait Calixte II, et qui s'est sans doute assis là où tu es assis. Impressionnant. Avec cette vue. Mais cette cathédrale est aussi le lieu d'un événement qui a bouleversé l'histoire de l'Église. C'est dans cette cathédrale qu'en 1312, 2 siècles plus tard, un autre pape, Clément V, va mettre fin à l'ordre des Templiers. Il va abolir l'ordre des Templiers. Et ils seront tous là, les cardinaux, les évêques, le roi, sa famille. On les voit là. On les voit, on les imagine. Et ce jour-là, en 1312, donc, on va abolir l'ordre du Temple. Avec sa façade de style roman, c'est au XVIe siècle que la construction définitive s'achève, laissant place à un édifice religieux qui domine la ville. Ah ouais, merci pour le sport, mais ça vaut vraiment le coup d'œil. Sous influence romaine ou gothique, quelle que soit l'époque,
les hommes pendant 20 siècles se sont succédés pour façonner Vienne à leur image. Il existe pourtant en Isère des lieux où seule la nature et le temps ont accompli leur œuvre. Alain connaît les grottes de la Balme depuis longtemps et il va y retrouver Julie. Ah, le fameux signe distinctif. Julie? Ensemble, ils vont nous faire découvrir un trésor minéral qui s'enfonce dans la montagne sur plus de 3 km. C'est pas la première fois que je viens, mais chaque fois c'est comme époustouflant, quoi. Cette entrée, c'est incroyable, ces dimensions. Une entrée comme une invitation à s'immerger au cœur du monde souterrain. Il n'est donc pas étonnant que ce réseau de labyrinthes naturels attire l'homme depuis l'âge de bronze. Ah, les fameux gourds. Eh oui, c'est comme ça qu'on appelle tous ces petits bassins. Tu sais en quoi ils sont faits? C'est de la calcite, mais Ouais. je sais pas vraiment comment ça se passe. Ouais. C'est de la calcite, donc c'est des cristaux qui sont apportés par l'eau. Mais en fait, avant, ici, il y avait une rivière, maintenant, elle n'y est plus. Mais avant, il y avait une cascade, et c'est dans la cascade que ces bassins se forment. Mais j'adore cet endroit, vraiment. Un véritable amphithéâtre minéral. Et plus l'on s'enfonce au milieu des concrétions calcaires, et plus la magie opère. Donc là, on va se rapprocher de cette colonne, on l'appelle la Grande Fontaine. Ça, c'est la stalagmite qui rejoint la stalactite. Et voilà. Et autour, on a tous les petits bassins, avec encore l'eau dedans. Et on voit la calcite qui est en train de se fabriquer. Tombant depuis des milliers d'années, les gouttes d'eau chargées de minéraux ont fini par donner au calcaire une sorte de mouvement, créant des formes énigmatiques. Ici, moi, je vois un moine avec une capuche et ses mains sur un bâton de marche. Alors que toi, Julie, moi, je vois plutôt un barde ou un druide avec un bâton en partie centrale. C'est ça l'intérêt des grottes, c'est qu'on arrive quelque part et on voit vraiment ce qu'on veut voir. C'est la magie de la grotte, là. Aux abords du lac souterrain, c'est un étrange drapé posé sur la paroi qui semble vouloir nous prévenir de l'imminence d'un danger. Le voile de la mariée. Alors pourquoi le voile de la mariée? Eh ben, c'est le nom qu'on lui donne depuis le fameux accident dans la rivière. Il y a un bateau qui est parti avec 11 personnes à bord et à l'arrivée au bout, ils sont tous noyés. Il y a eu un survivant et c'était le mari d'une dame qui s'est noyée et c'est pour ça qu'on l'appelle comme ça. C'est en 1911 que s'est déroulé ce dramatique accident. La rivière souterraine de 3 km attirait les promeneurs. Malgré l'interdiction et la profondeur, les badauds s'y pressaient nombreux et parfois au péril de leur vie. Quand même, quelle drôle d'histoire, cet accident. Ah, ça, c'est l'une des nombreuses histoires de la grotte. Mais c'est ça qui est génial, c'est ce côté un peu mystérieux, légende. Comme un drôle de tour de manège, les grottes ont toujours attiré les curieux. Nombreux sont ceux qui sont tombés sous le charme de ce lieu insolite. Alors pour terminer, on va quand même monter, voir ce qui se passe au niveau de la chapelle. Alors je l'ai fait ouvrir exprès pour toi. Ah, super. Ah oui, quand même, une vraie belle chapelle. Et à qui elle est dédiée, du coup? Alors, elle est dédiée à Notre-Dame de la Balme. On l'appelait Notre-Dame des Consolations. On venait pour chercher sa protection. Et les personnages célèbres qui sont venus ici, du coup? Ah bah oui, forcément. Tiens, regarde, viens t'asseoir. Ici, on a quand même eu François Ier qui est venu. Il est venu en 1516. Ah, juste après 1515, c'est Marignan. Et oui, c'est pas une coïncidence, hein. Après sa victoire, il s'est arrêté ici avec sa mère et ils sont venus prier ici dans cette chapelle. Puis plein d'autres personnages célèbres ont dû venir. De toute façon, dans cette grotte, il y a tellement d'histoires, au lieu d'inspiration. Les personnages célèbres ont donc bien jalonné l'histoire de ce lieu enchanteur. Devenue zone naturelle protégée, cette grotte est aujourd'hui occupée par de nombreuses espèces de chauves-souris et quelques chouettes hulottes. Après ce moment minéral, Alain, toujours en quête de plaisir simple, a décidé que le bonheur pouvait être aussi dans le fruit, et surtout dans les vergers de poiriers de Sophie et Stéphane. Tu veux me rendre un service? Ouais, dis-moi. Tu veux amener la brouette dans le verger, sauf qu'elle est en train de ramasser les bouteilles. Je suis complètement à la bourre. Bon, ok, pas de soucis. Allez, je te laisse faire. Merci. À tout à l'heure. Depuis quelques années, ces passionnés ont quitté la ville. Ils ont repris les rênes de cette institution du pays viennois. Sophie? L'eau de vie de la maison Colombier fait référence depuis les années 30. Salut Sophie.
Tiens, salut Alain. Tu t'es fait embaucher? Eh ouais. Oh, dis donc, c'est fou. Tu sais que c'est la première fois que je vois les bouteilles dans l'arbre. Eh ben, c'est vrai que génial. ça dure pas tellement longtemps, quoi. La période où, tu vois, on décroche. C'est une opération qu'on fait une seule fois dans l'année. C'est quoi le secret? Ah, ça fait parler beaucoup de monde. Cette poire emprisonnée, ben tu vois, tu l'as devant toi. Je peux te demander de l'aide? L'idée, c'est de mettre la poire à l'intérieur de la bouteille quand elle est suffisamment petite pour passer quand même par le goût, alors. Ouais. Donc ça, c'est début juin, par là. Et combien de bouteilles vous faites comme ça l'année? Environ 3000 bouteilles. Mais sur 3000 bouteilles posées, on en récupère, grosso modo, tiens, viens, on va mettre dans la caisse là. On en récupère grosso modo la moitié, entre 50 et 75%. Allez hop, voilà, on a fini. Si t'as 2 secondes, je t'emmène faire la suite. Ah bah avec plaisir, je vais connaître tous les secrets de la fabrication. Le premier secret, c'est que Sophie et Stéphane, comme leurs prédécesseurs, ne sont pas seulement distillateurs. Ils sont aussi arboriculteurs, et ça change tout. Du fruit à l'eau de vie, ils ont une parfaite maîtrise de toutes les étapes, une condition nécessaire pour parvenir à l'excellence. On va attaquer maintenant, ici, ce qu'on appelle, nous, l'étape de mise en trempage. Toi, ce que tu peux faire, c'est prendre un couteau et tu coupes la ficelle et tu retires le fil. Je devrais savoir faire ça. Voilà. Et c'est à cette étape-là qu'on trie. Comment tu fais d'ailleurs pour savoir que le fruit est bien mûr? Ce qu'il y a, c'est que la poire William, c'est une poire qui tombe de l'arbre avant d'être mûre. Si dans ton arbre, chez toi, tu as des poires jaunes sur l'arbre, c'est qu'elles sont blettes à l'intérieur. Elles sont pas bonnes à manger. Donc celle-ci, elle va pas se conserver, elle va pourrir à l'intérieur de la bouteille. Donc celle-là, on va la mettre au rebut. Exactement. De son côté, Stéphane aussi trie les poires. La totalité de la production va être mise en cuve pour la fermentation. En théorie donc, les poires ne sont pas faites pour être mangées. Et ça, c'est le moment sympa de l'année. Ah oui, ça, j'en rêve depuis tout à l'heure. Quand tu goûtes cette poire, c'est là que tu comprends vraiment la saveur de votre eau de vie, quoi. C'est ça l'idée, c'est de retrouver à l'intérieur de la bouteille le terroir, les arômes, les épices, la vanille. Est-ce que tu sens tout ça? Ah ouais, c'est génial. Et là, tu remplis avec de l'eau de vie, alors? Non, là, ça, c'est pas de l'eau de vie. C'est un liquide qu'on met à l'intérieur de la bouteille dans le but de désinfecter. Dans 17 jours, on rouvre les bouteilles, on les rince et on met l'eau de vie de trempage. Dans la bouteille remplie d'alcool, la poire va peu à peu se libérer de son eau. Après 2 mois de maturation, on change l'alcool. La poire est alors plongée dans l'eau de vie définitive. Et oui, pour bien faire les choses, il faut prendre son temps. Et ce ne sont pas les poules qui diront le contraire. Bon alors Alain, j'ai cru comprendre que tu avais un peu bossé. Un petit coup de jus de poire pour se rafraîchir, après les efforts. Alain le sait, tout effort mérite une petite récompense. Et il compte bien se faire plaisir en nous faisant découvrir une pépite architecturale dont le pays viennois a le secret. Alain retrouve Aymar, le descendant d'une prestigieuse famille de la région. Les Virieux sont les heureux propriétaires du château de Pupetière depuis de nombreuses générations. Comme je suis content de vous accueillir à Pupetière. De même, et puis juste en dessous de ces belles armoiries. Ah, ces belles armoiries, c'est le blason de la famille. 3 cercles, 3 vires autour de Dieu, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Venez. C'est Viollet-le-Duc, le célèbre architecte qui a été chargé de reconstruire le château totalement détruit pendant la Révolution. Dès l'entrée, le charme du lieu opère. Oh, quelle magnifique voûte! Ah, ça, Alain, c'est le pur jus Viollet-le-Duc. Ce mélange de matière avec la brique, la pierre, le marbre, le bois. Tous ces matériaux différents, mais qui donnent une harmonie parfaite. Exactement. Venez, on va monter. On va vous montrer tout ça. Impossible de s'y méprendre. Pupetière porte bien la marque de Viollet-le-Duc. Des 7 tours coiffées en poivrière recouvertes de tuiles écaillées et vernissées, jusqu'au mobilier de chacune des pièces, tout ici témoigne de la renaissance des arts décoratifs du 19e siècle. Alain, je vais vous montrer un petit détail.
Amusant. Ouvrez la fenêtre. Donc, vous voyez ici, vous avez des volets. Vous ouvrez le volet. Vous voyez, vous avez la pierre qui a été biseautée ici. Non seulement le volet peut être rangé facilement, mais en plus, la lumière, elle va rentrer à l'intérieur et va éclairer dans les pièces, même les coins. L'ingénierie de Viollet-le-Duc. Eh oui, c'est incroyable. Ça, c'est un détail Viollet-le-Duc. Je vais vous montrer autre chose. Venez. C'est Alphonse, le petit-fils de François-Henri de Virieu, qui a initié cette totale rénovation. Grâce à lui, le château redevient une magnifique demeure où il fait bon vivre. Le grand salon de Pupetière. Quelle belle pièce. Regardez ça. On peut imaginer ce salon avec beaucoup de personnes. Il y avait toute l'aristocratie, la haute bourgeoisie de l'époque qui venait ici. Vous savez, il y a plus de 40 chambres ici, donc ils avaient effectivement de quoi loger tous les amis. Les plus grands noms se prestent au château comme pour oublier les heures sombres de la Révolution pendant laquelle tout presque a brûlé. Ce meuble ressemble à un écritoire, mais me paraît un petit peu trop haut, non? Il est très haut parce que François-Henri de Virieu écrivait debout. François-Henri de Virieu. Donc dans votre famille, il y a quand même un président de la Constituante. Et oui, et c'est là où il a contribué à la rédaction des droits de l'homme. Ah, ni plus ni moins. Incroyable. Et ce meuble n'est pas le seul à avoir été sauvé des flammes. 45 000 livres ont été miraculeusement épargnés. Ils font aujourd'hui la richesse de cette exceptionnelle bibliothèque. Ces livres ont pu être conservés car à la Révolution, ces livres ont été enterrés. Et je vais vous montrer une de ces pépites. Vous allez voir. Qu'est-ce donc? Ah ah. Voilà. Je sens que c'est précieux. Les méditations poétiques de Lamartine, 1823, dédicacées par Lamartine à son ami Aymon. Il a écrit d'ailleurs son poème le plus célèbre, Le Vallon, inspiré par cette campagne environnante. Je ne sais pas si je vais me rappeler de ses premières strophes, mais mon cœur lassé de tout, même de l'espérance, n'ira plus de ses voeux importuner le sort. Prêtez-moi seulement, vallon de mon enfance, un asile d'un jour pour attendre la mort. Bravo Alain. Quel cadeau. Comme Alain, vous pourrez constater que cette partie de l'Isère a bien des présents à offrir à tous les amateurs de belles sensations. L'Isère, c'est aussi le pays du Grésivaudan, avec ses terres escarpées et ses gorges profondes, où circulent de nombreux torrents et rivières. Des frontières naturelles au Moyen-Âge entre Royaume de France et Duché de Savoie. Les eaux du département, justement, Magali les connaît bien. Quand elle n'admire pas un coucher de soleil, elle scrute le fond des cours d'eau ou les profondeurs des lacs d'altitude. Magali est plongeuse et c'est donc tout naturellement près de l'eau qu'elle va retrouver Stéphanie pour découvrir Pont-en-Royans, une ravissante bourgade célèbre pour ses étranges maisons suspendues. Mais quelle idée d'avoir construit ces maisons à flanc de falaise comme ça. Tu imagines le travail de ces ouvriers. À l'époque, au XVIe siècle, ils sont venus travailler ici le bois dans les forêts du Vercors et ils ont construit ici pour développer le transport du bois grâce à la flottaison qui se faisait directement au pied de la bourne. C'est à grand renfort de poutrelles de bois que ces constructions s'avancent ainsi, ancrées dans la falaise et surplombant la rivière. Une solution astucieuse pour faire face au manque de place. Les villageois, ils pêchaient directement depuis les balcons. Mais il y avait aussi une deuxième utilité. Tu aperçois les cabanons entre les balcons? Eh bien, ce sont les anciennes toilettes. Des toilettes? Ah oui, je veux bien voir ça. Allez. Ces étonnants cabanons d'aisance n'ont cependant pas empêché les artisans d'utiliser la force motrice de la rivière pour travailler la laine ou la soie. Entre le bois et les draps, Pont-en-Royans est devenu une véritable place forte pour le commerce entre l'Isère et la Provence. Ici, avant, c'était très animé. Il y avait plein de petites boutiques, des petites échoppes. On y vendait la laine, on y vendait les planches, on y vendait le vin. Ah, j'aperçois une poulie là-haut. À quoi elle servait?
Elle servait à monter les charges lourdes et notamment les gros sacs de noix qu'on entreposait une bonne partie de l'hiver après la récolte. On devine le petit clocher. La tour de l'horloge, plus exactement, Magali. La tour de l'horloge. Regarde-moi ça comme c'est beau. En fait, Stéphanie, c'était l'ancienne porte d'entrée du village, ça. Exactement. C'est l'axe principal où on faisait payer ici une taxe sur les bêtes et sur les hommes. La poutagne. La poutagne. Aujourd'hui, pas de taxe pour profiter de ce bourg situé aux portes du Vercors. Pas de taxe non plus pour se rendre à Saint-Antoine-l'Abbaye, le saint des saints de la taille de pierre. Mais juste un petit cadeau. Magali a emporté avec elle quelques noix de son jardin. Elle veut nous présenter un monument de l'artisanat français. C'est dans une annexe de l'édifice religieux que cet artiste, connu partout dans le monde pour rénover ou réparer les pierres usées par le temps, a décidé d'installer son atelier. Christophe, j'étais sûre que j'allais te trouver ici. Je t'en prie. Bienvenue dans mon atelier. Mais merci. Un petit cadeau de chez moi. Ah, ça, c'est gentil, ça. Puis moi, j'ai l'outil. Qu'est-ce que tu étais en train de faire? Là, j'étais en train de tailler un blason médiéval. C'est une sirène à deux queues. C'était le blason qu'utilisaient les alchimistes au Moyen-Âge. Super, c'est magnifique. Est-ce que tu as envie d'essayer? Moi? Oui. Tu penses que je serais capable de faire ça? Ah, j'en suis sûr. Un véritable défi pour Magali, surtout si l'on observe de près le travail de Christophe. Qu'il s'agisse de reproduction ou de création moderne, il n'est jamais en manque d'inspiration pour donner vie à la pierre. On ne sait pas où donner de la tête, il y en a de partout et tout est aussi beau. Pour tenter de faire aussi bien et se transformer en talentueuse tailleuse de pierre, Magali doit tout d'abord se munir des meilleurs outils. Alors, le premier, la broche, donc c'est une pointe. Merci. Le deuxième, la gradine, qui est le plus polyvalent. Et enfin, le ciseau, qui va te permettre d'affiner. Avec ça, tu peux faire une abbaye. Une abbaye? Une abbaye, oui. Il te manque plus que le maillet. Et en plus, ça va faire plaisir parce que celui-ci, il est fait avec du buis qui vient de Presles. De chez moi. De chez toi. Super. C'est magnifique. Mais dis-moi, combien d'outils tu as là? Il y en a des centaines. Oui, là, j'en ai à peu près 200. Des outils qu'utilisaient déjà les bâtisseurs de cathédrales il y a 800 ans et qui ont sûrement servi à la construction de cette abbaye et de son annexe. Mais avant d'envisager un tel chef-d'œuvre, il est temps pour Magali de commencer par le commencement. Alors, je t'ai préparé un chantier. Un chantier? Un chantier, oui, c'est le nom de ton poste de travail, donc sur lequel il y a ta pierre. D'accord. Alors là, ça c'est de la roche, c'est ce qu'on appelle une pierre calcaire. Là, je te l'ai pris tendre, pour être sympa avec toi. Mais pour te donner un ordre d'idée, au niveau de la densité, ça c'est une roche tendre, elle a à peu près 60 millions d'années. Par contre, ici, sur cette pierre qui est ancienne, là on a à peu près 100 millions d'années supplémentaires. Alors, si je comprends bien, la différence de dureté de la pierre, c'est son âge? Entre autres, le nombre d'années, et puis après, les matériaux qui sont dedans. Si on avait un microscope, on verrait des morceaux d'oursin, des huîtres, des choses comme ça. D'accord. Ça, c'est toi dans 60 millions d'années. Moi, dans 60 millions d'années. Oui. Le temps probable de sédimentation, mais personne ne sera là pour vérifier. J'ai hâte, mais je me sens un peu gauche quand même. Hein. T'en fais pas. Donc, tu poses l'outil directement sur la pierre, tu regardes uniquement ce que tu veux faire, tu donnes un coup, tu ressoulèves, tu le repositionnes où toi tu veux. C'est très important que ça soit toi la patronne de l'outil. D'accord. À toi de jouer. Ouh, c'est trop bien. Donc, je positionne, je tape, je ressoulève, je Tu retape. regardes uniquement ce que tu veux faire. Ça fait un peu comme des notes de musique. C'est ça, c'est exactement ça. Tu vas jouer sur l'ombre, lumière, comme silence et note, silence et note. J'adore. Je me régale, Christophe. Tant mieux. Emportée par cette douce musique, Magali pourrait bien se prendre au jeu et envisager de construire avec Christophe une incroyable abbaye. En attendant la réalisation de cette œuvre imaginaire, allons visiter la demeure bien réelle cette fois d'une grande famille de la région. Le château du Touvet est une pépite adossée au massif de la Chartreuse. Mais pour Magali, c'est surtout l'endroit idéal pour réaliser un rêve de petite fille. La
première sensation que je rentre dans ce vestibule, Isabelle, c'est vraiment une sensation de puissance. Vous avez raison, Magali. Ce sentiment de puissance, c'est le sentiment voulu par mon ancêtre Pierre de Marcieux. Il est lieutenant général, commandant en chef du Dauphiné, qui est une grande province, et il souhaite impressionner ses visiteurs. Et si l'on en croit la réaction de Magali, le but est atteint. Ce gouverneur de Grenoble a transformé ce château fort en une élégante demeure de plaisance. Les meurtrières ont fait place à de larges fenêtres, laissant pénétrer la lumière dans toutes les pièces. Alors, notre fameux commandant en chef, Pierre de Marcieux, venez découvrir le salon de musique. Donc cette grande pièce était destinée à l'art, la littérature et à la musique. Et exactement, vous savez, au XVIIIe siècle, les distractions sont rares. Pierre de Marcieux en a bien conscience. Et pour s'imposer à la noblesse dauphinoise, il décide de frapper un grand coup. Yves taillé au cordeau, parterre à la française, jardin en terrasse et cascade imposante, tout y est. Il va asseoir sa renommée et créer un exceptionnel jardin digne de la cour d'un roi. On se croirait complètement à Versailles ici. Oui, je pense que le comte Pierre de Marcieux, au milieu du XVIIIe siècle, a cherché effectivement à avoir son petit Versailles en Dauphiné. Et ce fin stratège, ce militaire amoureux des lettres et des sciences, a pensé à tout. D'où vient l'eau? Elle vient d'un torrent de montagne en haut de l'escalier d'eau, et l'eau chemine sur les marches de l'escalier d'eau. C'est merveilleux. Et puis va se reposer dans les bassins, terminer sa course dans les douves et rejoindre l'Isère, tout naturellement. Avec cet escalier d'eau, dit à l'italienne, Pierre de Marcieux a créé un véritable orgue aquatique qui sublime et enchante le jardin. Il y a un côté très apaisant de ce côté-là. Oui, très, très frais, très agréable. Magali est déjà sous le charme quand la châtelaine lui annonce encore une surprise. Qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est une clé des fontaines. Ah, super, je peux l'actionner? Waouh, ça peut aller haut? Vous voyez comme c'est magique. C'est magique. On a l'impression que ça a envie d'aller toucher le ciel. Exactement. Tu peux en ouvrir d'autres? Bien sûr, il y en a 3 autres. Allez-y. Alors là, j'ai l'impression de vivre un conte de fées. C'est merveilleux. C'est donc avec des étoiles plein les yeux que Magali va quitter ce château de rêve. Pour se remettre de ses émotions, elle retrouve Christine, restauratrice à Saint-Marcellin. J'ai un petit cadeau pour toi. Et qu'est-ce que c'est? Un tablier. Un tablier? Ouais, on va faire un petit peu de cuisine. Ah, je viens pas juste manger. Non. Sur les hauteurs de la ville, la chef a imaginé un lieu entièrement dédié au plaisir de la dégustation. C'est dans ce château du XVIe siècle, surnommé la Tivolière, que Christine allie avec délice, tradition et innovation. Mais je vois que tu as tout préparé déjà. Oui, j'ai un petit peu avancé, ouais. On a donc des carottes, oignons, échalotes, céleri, une tomate. Ça. Des écrevisses. Tu connais. Et du poulet. Et du poulet. Donc, on va faire le fameux poulet aux écrevisses, spécialité dauphinoise et spécialité de ma grand-mère. Tout à fait. Et l'on est même tenté de dire curiosité locale. Dans le mariage de l'écrevisse et du poulet ressemble plus à un titre d'une fable de La Fontaine qu'à l'intitulé d'une recette de cuisine. Alors, la légende nous dit que Napoléon, à la bataille de Marengo, ayant gagné la bataille, a eu faim. Il a demandé à son cuisinier du nom de lui faire à manger. Il n'avait rien, donc il a fait avec les moyens du bord des écrevisses, du poulet et des tomates. Ça, c'est la légende. La véritable histoire n'a rien d'impérial. Madame Caillat, une amie restauratrice des grands-parents de Christine, doit un jour faire dîner des clients de dernière heure. N'ayant pas de réfrigérateur à l'époque, la quantité de poulet ou d'écrevisses qui lui reste est insuffisante pour faire un plat unique à tout le monde. Elle décide alors de mélanger les 2 ingrédients. C'est bien cette recette traditionnelle que Christine va revisiter. On va les flamber un petit peu. Wow!
Ça rigole pas, Christine. Je pense qu'on va se régaler. J'espère. Il est temps maintenant de passer au poulet. Et là, Christine innove. Un petit peu d'épinards, pour que ce soit pas trop Ça, sec. c'est une version très revisitée. Assez revisitée. Et voilà. Après 10 minutes passées au four, arrive enfin le moment de la dégustation. C'est fantastique. Et Christine va surprendre Magali avec 2 versions du même plat. On goûte? Allez, on goûte. Ça, c'est vraiment la version que faisait ma grand-mère quand j'étais enfant. Parce que c'était un plat qu'on mangeait essentiellement pour les fêtes. J'en ai les larmes aux yeux parce que ça me replonge dans mes souvenirs et c'est magique. Après la version traditionnelle tendance émotion, place à la version revisitée pour le seul plaisir des papilles. J'ai essayé de prendre les mêmes ingrédients. J'ai juste changé la cuisson, les textures, puis c'est un petit peu plus simple quand même à manger. C'est très bon, vraiment très très bon. C'est très bon aussi. Je crois que Mamie Manceau a de la concurrence. Que ce soit dans l'assiette, dans un recoin d'atelier ou accroché à flanc de montagne, les surprises de ce pays de Chartreuse ne manquent pas, provoquant à chaque fois le même ravissement et un émerveillement sans limite.